Bonjour à toutes, bonjour à tous et quel plaisir de vous retrouver sur Passion Autosport du Var pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes dans le petit village de Camps-la-Source en Provence verte et on va avoir l'intervention de Geneviève Ferrand qui va nous raconter l'histoire de ce village. Écoutez ça, on a même les cloches si c'est pas magnifique. Comme vous savez, dans Passion Autosport du Var, on ne parle pas que d'automobile ancienne, on parle aussi de patrimoine, de richesse de notre département et c'est un grand plaisir de vous le faire découvrir. Mon invité aujourd'hui, Franck, va nous présenter une BMW 2002 TII Touring, un modèle rarissime et croyez-moi, on va en prendre plein les yeux, tout ça sur Passion Autosport du Var. Salut les petits amis, on est en distanciel aujourd'hui puisqu'en fait au moment d'aller faire le tournage de la 2002 Ti, le moteur de ma moto autrichienne nous a sauvagement abandonnés. Donc je vous amène pour une jolie carte postale. On est à la Calanque à Cavalère, qui est un petit coin adorable. Voilà, je vous envoie un coup, la mer, les bateaux et puis surtout si vous n'êtes pas au bord de la mer, profitez-en. La vue elle est magnifique, si vous passez par là, venez jeter un coup d'œil. Alors, pour les voitures, la 2002 Ti qui nous intéresse aujourd'hui, en fait, elle va suivre l'arrivée de la 1602. La 1602, c'est ce que j'allais qualifier de renouveau de BMW, puisqu'en fait, BMW a vraiment galéré, a failli faire faillite à la suite des restrictions qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale. La 1602 qui sort en 1966, ça va vraiment être le renouveau de BMW. La cible, elle est très simple, la cible c'est l'Italie, c'est Alfa Romeo, puisque cette 1602 va sortir en 2 portes. On l'orne carrément du côté de l'Italie et il n'y aura pas un double arbre dedans, il y aura un simple arbre, mais c'est le M10 et c'est déjà un moteur sportif. La 1602 va vite évoluer en 2002 puisqu'elle va recevoir le moteur 2 litres avec évidemment des freins et des trains qui seront redimensionnés. La boîte 5 sera en option. Les carbus, c'est des doubles corps. Imaginez, il y a 2 doubles corps Solex de 40 dessus, donc ça respire. Ça va faire 120 chevaux, c'est une véritable auto de sport, surtout que ça pèse pas la tonne. Il va s'en faire un peu plus de 16 000 exemplaires, c'était un succès. En 71, on a l'évolution avec la 2000 TII. Alors TI, c'est la griffe sportive de BMW à l'époque. Et puis I pour injection. Alors la TII 2i. L'injection, ça sera la Kugelfischer, cette fameuse pompe à injection avec sa courroie. Ça, c'est un scooter. On ne dira rien, il y a un vélo, ça fait moins de bruit. Donc la Kugelfischer qu'on connaît bien puisqu'on l'a eu sur la 404 Peugeot, sur la 504 Peugeot et puis elle est aussi sur la 2006 RS qui est la Capri avec l'injection mécanique. Cette injection Kugelfischer va faire qu'on monte à 130 chevaux et je vous ferai remarquer qu'à l'époque, dès qu'on mettait injection sur une voiture, c'était pour gagner des chevaux et c'était pas pour baisser la pollution. On cherchait la performance. Cette petite 2002 Ti fait donc 130 chevaux, elle roule à 190 km à l'heure et c'est une authentique sportive. Il va s'en faire environ 40 000 exemplaires. En 71 va sortir la Touring avec son arrière très caractéristique. C'est une voiture qui a beaucoup de charme parce qu'elle est rare et en 2002 TII Touring, elles sont encore plus rares puisqu'en fait, je crois qu'il va s'en faire 720 ou 724 exemplaires. C'est une rareté. Celle qu'on a est quasiment d'origine. Elle a été vendue d'origine par Station 7, donc le concessionnaire de la région de Marseille. C'est très sympa parce qu'elle n'a jamais quitté la région. Elle est dans sa peinture d'origine. Elle était très soigneusement entretenue. La mécanique a été remise sur pied dans les meilleures conditions. Et puis cette auto, eh bien, c'est Franck qui en est le propriétaire. C'est un garçon qui a une petite entreprise de restauration automobile. Elle lui a pas donné trop de travail. C'est une très belle base et vous allez voir, vous allez vous faire plaisir. Pour ceux qui regardent les détails, on a une calandre à 4 phares dessus et des jantes qu'on trouvera un petit peu plus tard sur les E21. Donc ne vous inquiétez pas, tout ça, on reste dans le catalogue BMW. Sur ce, très bonne fin de journée. Et si vous me connaissez une 2002 turbo
quelque part, vous me faites signe parce que j'aimerais bien faire un reportage dessus. Mais je vous ai rien dit. Ciao les enfants, à bientôt. Bon Franck, Salut! quel plaisir de se voir. Bah ça fait plaisir d'être là. Tu sais que tu reviens de loin avec ta BM, hein? Alors, pour ceux qui ont suivi un peu sur les réseaux sociaux, on avait fait un concours de jeu des likes. Et la voiture donc, qui avait le plus de likes remporterait donc ce reportage. Alors il y a eu un petit battle entre Renault 30, Maserati, la BMW. Exact. Et puis bah, au final, c'est la tienne qui est ici et j'en suis ravi et enchanté de te connaître. Bah c'est cool. Content Avant de d'être là. parler de cette auto, Franck, fais-moi un petit CV du personnage. Donc tu es de Saint-Maximin. Alors c'est ça exactement, de Saint-Maximin, en train de monter une boîte pour justement la restauration automobile. Donc c'est ton métier. C'est mon métier maintenant. Et puis voilà quoi, avant travailler dans le design automobile, design, modelage numérique automobile, à Paris, à Nice, en Roumanie, enfin un peu partout. Et puis maintenant, voilà, retour aux sources, retour à Saint-Maximin et puis retour au plaisir de toucher de la matière, de la mécanique et de s'amuser. Alors il y a une adresse Facebook, on peut te suivre parce que alors, il fait des petites vidéos de restauration des autos qu'il est en train de s'occuper en ce moment. Exact. Donc alors exact. je te laisse nous citer là. Alors on a un Instagram et un Facebook, donc sur Eleanor Restore. Et voilà, donc il y a des petites vidéos de temps en temps. Bon attention, hein, c'est vidéos dans le garage, mais bon, on fait comme on peut. Ce que je disais en reportage, ce mec-là, on parle avec une banane de ses autos. Et On essaye, ouais. Fabuleux. On essaye de le faire avec plaisir. Et puis voilà, et puis les projets à suivre, les photos. Et puis c'est top quoi, on s'éclate. Alors je fais cette petite vidéo aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'ai reçu un gros colis, enfin plein de gros colis. Et il y a des pièces pour la 2002 et j'ai surtout reçu le kit carrosserie turbo pour la 1802. Bon, vous dites ok, pour moi c'est un truc trop bien parce que le kit est trop beau, la voiture va se transformer, ça va être une tuerie. Donc du coup voilà, juste je vous envoie la petite vidéo et bien sûr je vais vous montrer ce qu'il en est de ce magnifique kit turbo. Le voilà! C'est trop beau. Bon là la voiture est toute démontée, c'est en cours, mais par contre ça déchire, le kit il déchire. Avec les ailes, les grosses ailes larges. Bon là je les ai juste scotchées comme ça pour donner une idée de ce que ça donne. Et toute la petite jupe avant qui va venir vraiment rabaisser toute la caisse et lui donner un style mais terrible quoi. Voilà, et pareil de l'autre côté, donc on voit les ailes bien bombées, vraiment typique de la turbo. Voilà, donc c'était vraiment juste pour vous montrer ça, parce que c'est trop bien, je suis trop content. Tu es quand même piqué BMW, hein, Franck, hein. Alors beaucoup, ouais, beaucoup BMW, c'est une marque que j'affectionne depuis tout petit. La marque à l'hélice, j'ai toujours adoré ces voitures-là. Le plaisir de conduire était vraiment là, c'est un vrai plaisir. Mais bon après, je touche quand même à tout et j'ai vraiment un amour pour l'automobile en général. J'aime quand même vraiment une grande majorité des marques. Comme tout passionné d'automobile, on n'est pas sectaire. Exact. On en revient à cette BMW. Depuis combien de temps elle est en ta possession? Alors celle-là, ça fait pas tellement longtemps. On est sur, ça doit faire bientôt 1 an qu'elle est en ma possession. Et avec un historique incroyable. Quand tu l'achètes, elle est comment? Eh ben, elle était que ça faisait presque une petite vingtaine d'années qu'elle était au fin fond d'un jardin. Donc elle n'était pas très belle, mais quand même étonnamment pas très rouillée et étonnamment bien conservée. Donc après, restauration classique, surtout sur le moteur, un peu de carrosserie et surtout une remise en état du moteur. Donc il y avait une base fondée qui était là. Il y avait exact, il y avait une très belle base qui est fondée, très rare, base très rare, donc il ne faut pas la rater. Et voilà, juste au final, très gros entretien. Et au final, ça se restaure bien, au final, ça se fait bien. Elle est parmi nous, elle roule et je pense qu'on va se régaler. Franck, alors aujourd'hui, on n'a pas François qui est avec nous. Malheureusement, il a eu un empêchement. Alors, tu vas te coller après un petit détail de la voiture. On va en détailler vraiment toutes les spécificités de ce modèle. On connaît tous, en règle générale, la BMW 2002 version un petit peu plus bodybuildée, la version qui a été la plus courante. Celle-ci, c'est quand même un modèle rarissime. Exact.
Moi, c'est la première fois que j'en vois une. Et tu peux en être fier, je pense. Ah bah c'est gentil, je suis content. Alors, on se fait un petit tour de caisse? Allez, C'est parti. on y va. Allez, eh ben écoutez, je vais vous présenter cette BMW 2002 Ti, donc qui est quand même un modèle relativement très rare pour la marque BMW, un modèle donc des années 73, fin 73, début 74. Donc à savoir que là, la voiture est à 99% d'origine, très peu de modifications, même la peinture, une grande partie de la carrosserie est encore en peinture d'origine. Et c'est surtout un modèle qui a été doté de beaucoup d'options pour l'époque. Comme vous pouvez voir à l'avant, les doubles optiques à l'avant, qui était une option BMW, qui est assez rare, avec évidemment les feux jaunes pour l'homologation française. Il y a les jantes, donc là, qui ont été rachetées, mais qui étaient sur le catalogue des BBS, qui étaient sur le catalogue BMW, donc en 13 pouces, qui sont un peu plus larges que celles d'origine. Et en termes de modification, c'est absolument tout. Il y a juste les jantes. Tout le reste après, c'est que de l'origine de l'époque. Alors un détail qui est vraiment très sympa, c'est elle a été achetée à Station 7 à Marseille, donc en 73. Et en fait, c'est en ça que c'est assez incroyable l'état de conservation, c'est que tous les autocollants d'origine sur le pare-feu arrière et sur la vitre arrière sont restés intacts. Donc ça c'est vraiment des petits détails, mais du coup c'est ce qui fait vraiment un peu la vraie valeur de la voiture. Donc voilà, donc après là il s'agit évidemment donc, de la version Touring, qui est une version qui a été fabriquée à très peu d'exemplaires et encore plus avec ce moteur là, qui est le plus entre guillemets en dessous de la turbo mais le plus gros moteur en injection. Donc le 2 litres en injection. Donc ensuite pour le moteur, donc le fameux bloc de 2 litres en injection qui commence aujourd'hui à être assez rare à trouver, le fameux M10 B20 en injection. Donc là, à savoir qu'il y a eu une remise à neuf complète qui a été faite. Là, le moteur est encore en rodage. Il doit avoir à peu près 600 km avec des pistons, des segments, l'embiellage, la culasse, tout a été refait à neuf. Donc là, ça commence enfin à bien tourner, ça fait plaisir à conduire. Et un moteur extraordinaire qui était beaucoup utilisé en F3 à l'époque. C'était un moteur qui pouvait développer énormément de puissance tout en restant très fiable. Donc un super moteur, et là à conduire, là elle est couplée sur une boîte 4 vitesses. Et c'est vraiment génial, c'est vraiment une super voiture. Et sinon, il existe exactement le même bloc, mais en carburateur, avec simple carbu ou double carburateur. C'était ça l'appellation TI, TII ou la 2002. La 2002 simple, c'était un 2 litres en simple carburateur. La 2002 TI en double carburateur et la TI en injection. Et évidemment, le Graal, un des plus grands Graal de chez BMW pour les collectionneurs, la 2002 TII Turbo, qui est tout simplement le modèle injection avec turbo, mais qui est devenu absolument inaccessible malheureusement. Et bon, on croise les doigts, peut-être un jour, on verra ça. Pour la présentation de l'intérieur maintenant. Donc là, on est sur quand même un modèle, ceux qui connaissent bien les BMW vont reconnaître le fameux tableau de bord des 2002. On est surtout sur un modèle qui a été conservé, vraiment très bien conservé, avec une instrumentation complète pour l'époque, qui est vraiment complète avec le contour, donc jusqu'à 8000 tours minute, les petits sigles BMW et les croix, les petites cibles sur tous les compteurs. La petite horloge qui est déportée aussi, qui était une option à l'époque. Et évidemment, l'autoradio d'origine de la voiture. Donc ça c'est pareil, ça commence à être des pièces qui sont assez rares, assez difficiles à trouver en bon état. Le tableau de bord non fissuré, ça c'est un énorme défaut de ces voitures-là. La matière avait tendance à fissurer avec la chaleur. Donc là, modèle non fissuré, on va dire que je suis content de l'avoir. Les fameux, donc les sièges bleus, les sièges confort avec appui-tête et en tissu Escaille. Donc pareil, extrêmement fragile. C'était parmi les gros défauts de ces voitures-là, c'était que les sièges étaient extrêmement fragiles.
Donc les trouver en cet état-là, d'origine en plus, c'est des choses qui font vraiment plaisir. La banquette arrière qui se sépare en deux parties, spécificité pour les 2002 Touring qui permettait d'avoir un immense coffre à fond plat. Et évidemment le siège bébé parce que c'est une voiture un peu pour tous les jours et que c'est pas malgré son âge, il ne faut pas hésiter à rouler avec, c'est un vrai plaisir. Donc ensuite, voilà, plein d'autres spécificités, les custodes à l'avant, les custodes à l'arrière. Ça c'est tout bête mais c'est des choses qu'on n'a plus sur les voitures d'aujourd'hui et qui sont absolument géniales en termes pour recycler l'air à l'intérieur de la voiture et en termes d'aération. Dans la suite, donc pour les panneaux de porte, avec toujours les panneaux de porte bleus, donc énormément de couleurs à l'époque, ça c'était vraiment très sympa dans les voitures. On avait des intérieurs de couleurs, du vert, du bleu chez BMW, donc c'était très sympa, une chose encore qu'on a perdue. Avec pas mal de petites options comme les accoudoirs et les petites poignées de porte en dessous, le réglage de la custode. Donc tout ça, c'est des options qu'aujourd'hui on a tout perdu pour des questions de normes, mais qui à l'époque étaient très agréables, qui permettaient d'avoir un recyclage de l'air qui était top dans la voiture. Et évidemment la vraie spécificité du Touring, à comparer de la coupé, qui permettait d'avoir un coffre volumineux avec le couvre, qui permettait d'avoir un coffre volumineux, et surtout qui permettait d'avoir, comme je disais, un fond complètement plat. Hop! Alors attends, ce que je vais enlever. Voilà. Et voilà. Bon, évidemment, il y a le siège bébé, donc. Mais ça permettait d'avoir un fond complètement plat. Et ça, c'était vraiment les spécificités des Touring. Bon Franck, c'est une sacrée auto quand même. Il n'y a plus qu'à. Hein, et tu croyais que tu n'allais pas me faire un petit tour? Non mais allez, petit tour en BMW 2002 TI Touring. Ça fait beaucoup de choses à dire pour BMW quand même. Franck, heureusement qu'on a quand même le ciel voilé aujourd'hui parce qu'il fait vraiment très chaud. On cuit comme des lapins. C'est parfait. Alors, on est dans la petite BM 2002. Quel est le plaisir de rouler avec ce genre de voiture, toi, Franck, qui la conduit régulièrement? Sous ses lunettes, il a les yeux qui brillent, on le voit. Alors, le plaisir. Comme le dit si bien la publicité à l'époque, BMW à l'époque c'était vraiment le plaisir de conduire. Et en fait la géométrie de la voiture, le fait que ce soit en propulsion, le style de moteur et même l'ambiance à bord, c'est vraiment le pur plaisir de conduire BMW. Il n'y a que de la surface vitrée, il n'y a quasiment pas de montant, il n'y a rien, on a une super visibilité, le moteur a un répondant de dingue. Et à conduire, c'est que du plaisir. En plus, en propulsion, c'est vraiment génial. Alors voilà, justement, on veut l'entendre le moteur, nous. Hein, alors, dès qu'on appuie un petit peu, hop, ça repart. Eh, ça marche bien. Putain, ça prend les tours. Oh, oh, ça prend les tours de folie. Alors j'imagine le freinage, c'est à l'ancienne? Ah, tout est relatif. Quand on veut freiner, ça freine. Oh putain oui. Ce mec était calé. Ah, quand il faut freiner, ça freine. J'ai failli péter la caméra. Alors Franck, toi qui les connais très bien, qu'est-ce que tu peux conseiller à un futur acquéreur d'une BM 2002
en général, parce que c'est quoi les points qui étaient négatifs sur cette voiture à l'époque? J'imagine la corrosion, comme dans beaucoup de voitures, ouais, mais effectivement les BMW au final de cette époque-là, tout ce qui était les joints, les raccords, tout ça, c'était quand même pas top. Et les voitures avaient vraiment facilement tendance à rouiller. On a même tendance à dire de plus en plus qu'au final, on était un peu comme sur des italiennes, surtout sur les modèles 02 comme cela, on avait vraiment beaucoup de rouille. Donc il faut se méfier, bon, comme sur le 3/4 des anciennes, mais aussi particulièrement sur celle-là, sur la rouille. Et alors après, l'état des pièces. Si vous en achetez une, faites en sorte qu'elle soit le plus complète possible, parce que les pièces, ça commence à être difficile à trouver. Et quand vous trouvez, ça coûte très cher. On n'est pas du tout sur de la française, bon on n'est pas non plus sur de la Ferrari ou quelque chose comme ça, mais on a quand même, le coût des pièces est très important sur une restauration. Donc faites attention à essayer de la prendre la plus complète possible. On sait que ça commence à bien grimper. Est-ce que tu peux nous cibler une ordre de prix pour se faire une idée? Alors, déjà, pourquoi ça grimpe autant? C'est que tout simplement, il en reste vraiment plus beaucoup parce qu'elles ont été énormément utilisées en rallye, en circuit de côte et tout ça. Donc entre ça et la rouille, forcément, il en reste vraiment plus beaucoup. La côte, ça peut vraiment varier. Ça dépend beaucoup du moteur que vous prenez dedans. Si vous voulez quelque chose qui ressemble à une 2002 pour beaucoup moins cher, vous prenez une 1602, une 1802, vous aurez en toute honnêteté les mêmes sensations de conduite et le même plaisir de conduire. Pour une côte, vous trouverez une voiture relativement propre, autour des 10 000, 10, 15 000 euros, vous en aurez une déjà relativement propre, avec laquelle vous pouvez vraiment vous en servir régulièrement. Et après, si vraiment vous tapez dans les modèles spécifiques, en France, une 2002 Ti, là une Touring, il faut compter entre 25 et 30 000 euros. Une coupée, il faut compter, malheureusement une TI, il faut compter quasiment dans les 40 000 euros. Et encore en France, on a de la chance, c'est pas trop cher parce qu'en Allemagne, la cote a vraiment encore explosé. Et si vraiment vous avez les moyens, faites-vous plaisir, prenez une turbo, ce sera 100 000 euros. Mais déjà, c'est un investissement ça ne décote pas, c'est incroyable, c'est un super investissement. Et alors là, vous avez le top du top pour ce genre de bagnole. Cette BMW 2002 Touring est de 1973. C'est Marie-Catherine qui va nous raconter ce qu'il s'est passé cette année-là. À toi Marie-Catherine. Bonjour les filles et les garçons. Alors on est en 1973 et 1973, je ne peux pas faire l'impasse sur la carrière de François Sévère. François Sévère débute en 1966. Il va gagner le Volant Shell, qui est un concours de recrutement de jeunes pilotes. Ça va lui permettre d'avoir un volant de Formule 3. Il va devenir champion de France l'année suivante. Et en 1969, il va passer en Formule 2. C'est là qu'il va rencontrer celui qui va devenir son mentor, Jackie Stewart. On est à Reims, c'est un circuit d'aspiration. Sur le dernier virage, il faut surtout avoir la deuxième position pour être aspiré par la première voiture et pouvoir doubler à la sortie du virage. C'est ce que va faire François Sévère et impressionner Jackie Stewart qui va conseiller à Ken Tyrrell de le prendre comme second pilote. Alors second pilote, ce n'est pas une position forcément très confortable dans une écurie de Formule 1, mais il se trouve que ces deux-là vont s'entendre, il va y avoir beaucoup d'amitié, beaucoup d'affection et puis entre eux, et puis surtout on va avoir toujours François Sévère dans la roue de Jackie Stewart, et François Sévère va toujours incroyablement respecter son rôle et sa place de second pilote. Il va adopter la conduite de Jackie Stewart et en 1971, François Sévère va gagner un Grand Prix de Formule 1 à Watkins Glen. Il faut savoir que ça faisait plus de 10 ans qu'aucun Français n'avait gagné un
Grand Prix de Formule 1. Le dernier en titre, c'était en 1954 avec Maurice Trintignant. En 1973, Jackie Stewart prend sa retraite, il a 34 ans. Il va le faire, mais dans des circonstances un peu plus douloureuses qu'il aurait imaginé, puisque Sever va se tuer et Jackie Stewart ne courra pas le lendemain et ne reprendra plus, en tout cas dans le cadre d'un Grand Prix, un volant de Formule 1. D'ailleurs, à cette époque, c'est extrêmement dangereux de faire de la Formule 1. Il y a pratiquement un coureur sur deux qui va se tuer dans les années qui suivent. Oui, à cette époque, l'époque où je courais, si vous couriez pendant 5 ans, il y avait 2 chances sur 3 d'être tué. Seulement 1 ou 2 sur 3 de rester vivant. Le sport était très dangereux. La camaraderie, les relations entre les pilotes étaient bien plus fortes à cette époque parce que nous perdions beaucoup d'amis. Donc nous étions un groupe de gens beaucoup plus soudés, plus en contact les uns avec les autres. Nous restions ensemble, nous voyagions ensemble. C'était complètement différent d'aujourd'hui. Oui. Et dans ce film, on voit d'ailleurs beaucoup de visages disparus, et notamment François Sever, qui était votre coéquipier, et vous avez été là lorsqu'il a eu ce terrible accident qui va lui ôter la vie. Vous savez, j'avais pris une décision. Début 1973, je prendrai ma retraite à la fin de la saison. Ça aurait été mon 100e Grand Prix. Ça, personne ne le savait. François Sever ne le savait pas, il était mon coéquipier, mon grand ami. Ma femme ne le savait pas. Et quand nous sommes allés au circuit de Watkins Glen, j'avais déjà décroché mon 3e titre de champion du monde. Donc ça devait être une bonne dernière course. Mais lors des qualifications, le samedi, François a eu un très grave accident et malheureusement, il a été tué. C'était un moment très important, vous savez, pour nous tous, très triste. Et puis par respect pour François, je pensais qu'il n'était pas correct de faire la course le lendemain. Alors j'ai seulement fait 99 Grands Prix au lieu de 100. Mais c'était la bonne chose à faire parce que François, c'était d'abord un très bon ami et deuxièmement, il était mon coéquipier. C'était un accident choquant. Alors 1973, c'est aussi les 24 heures du Mans et la victoire d'Henri Pescarolo et de Gérard Larousse sur Matrasinka. Cette année-là, il y a 4 équipages en Matrasinka, dont François Sever et son beau-frère Jean-Pierre Beltoise. D'ailleurs, François Sever aura le record de la vitesse, le record du Tour sur les 24 heures du Mans cette année-là. Alors, il faut savoir que c'est aussi le grand retour de Ferrari qui n'avait pas participé depuis 1970, depuis le grand duel avec la Porsche 917. Et on a en tête pendant 14 heures, et ça c'est la dure loi de ces grandes courses d'endurance, pendant 14 heures, on a Jackie X en tête. Mais la victoire reviendra à Henri Pescarolo et à Gérard Larousse sur Matrasinka. Aux 24 heures du Mans, cette année-là, c'est plus précisément le président de Matra, le bon monsieur Floira, qui donnera le départ. Et il a quelques raisons d'être inquiet, car l'armada Ferrari s'est déplacée en force pour tenir tête aux voitures bleues de France. Le duel a lieu, les têtes à queue aussi d'ailleurs. Les ennuis mécaniques commencent. Et toute la nuit, les Matras monteront à l'assaut. Et c'est l'arrivée, la victoire avec Pescarolo-Larousse. Une victoire qui renouvelle celle acquise un an plus tôt. Alors 1973, c'est aussi l'année d'une très très grande éclipse solaire qui va plonger l'Afrique dans l'obscurité totale. Et un astrophysicien français, Pierre Léna, va avoir l'idée de suivre cette éclipse solaire à bord d'un avion supersonique. L'avion supersonique, ça va être le Concorde 001, et il va contacter
le pilote d'essai depuis 1969 du Concorde, André Turquin, qui va être tout à fait d'accord. Alors l'objectif, c'est de monter dans la stratosphère, de suivre l'éclipse, ce qui va permettre de l'observer beaucoup plus longtemps, parce que ça dure 7 minutes, mais là, on va pouvoir l'observer pendant 74 minutes. Le Concorde va décoller de Las Palmas dans les Baléares, et puis rejoindre l'éclipse au niveau de la Mauritanie. Dans l'avion, il y a une équipe de 8 astronomes, avec 2 Anglais, 2 Américains, un Australien, un photographe et 2 équipes françaises. Et pendant 74 minutes, les scientifiques vont pouvoir observer la Lune et le Soleil, parce que, en fait, l'objectif, c'est d'observer la couronne solaire qui n'est visible qu'avec un cache sur le Soleil. Donc, c'est une véritable réussite. L'avion va atterrir 74 minutes plus tard à Port-Lamy, à N'Djamena, au Tchad. Dès le mois de juin 1971, une prospection en Afrique saharienne a pu être faite grâce à l'appui du Bureau des longitudes et du ministère des Affaires étrangères. Et une demande de création d'une recherche coopérative sur programme a été acceptée par le CNRS en janvier 1972. Après avoir effectué toute la série de essais normaux et afin de rendre l'observation possible au zénith à partir de l'avion, le prototype 001 a reçu de substantielles modifications dans les usines de Toulouse de l'aérospatiale. En particulier, 4 hublots ont été placés à la partie supérieure du fuselage de l'avion. Ce travail important a nécessité un nouveau calcul et des renforcements de la structure. Mais les essais effectués à ce moment-là, et notamment les essais d'étanchéité, ont montré dans quel excellent état l'avion avait terminé ses essais de performance. Attention, klaxon. 10h45, deuxième contact. Pendant un très court temps, le Soleil n'est plus visible qu'à travers la découpe des vallées lunaires. Ce sont les grains de Belley. Puis, après le spectre éclair correspondant à l'apparition de la chromosphère, la couronne se déploie dans toute sa splendeur. Eh bien, c'est tout pour cette année 1973. Je vous souhaite de vous porter bien et de profiter de nos nouvelles libertés, mais sans en abuser. À très bientôt. Ciao, ciao. Geneviève, bonjour et merci de nous avoir accueillis dans le village de Camps-la-Source pour le tournage de cette magnifique BMW 2002. Tu es adjointe au maire à la mairie de Camps-la-Source. Oui. Et on est dans un village quand même typiquement provençal. On est vraiment dans un cadre féerique. Alors d'où vient le nom de Camps-la-Source? Alors Camps-la-Source ne s'est pas toujours appelé Camps-la-Source. Avant, le village portait le nom de Camps-les-Brignoles, mais les Campsois, il y a toujours eu une rivalité avec la grande sœur brignolaise, et ils ont voulu s'affranchir de Brignoles, et donc le nom de Camps-la-Source a été choisi en 1936. Et pourquoi Camps-la-Source? Tout simplement pour faire la différence avec Coms, qui est devenu Coms-sur-Artuby, parce qu'autrement, au niveau postal, il y avait des problèmes de courrier. Il y avoir des erreurs de courrier. Voilà. Et cette source, elle a une influence énorme sur le village. C'est grâce à la source que le village s'est créé. Donc elle arrive de la colline Saint-Sébastien qui est là-bas derrière. Qui est juste au-dessus. Voilà. Et c'est grâce à l'eau de cette source que le village s'est développé et qu'il a pu connaître l'essor qu'il a ensuite connu et s'industrialiser. Derrière nous se trouve un bâtiment qui fait partie du patrimoine de Camps-la-Source. Est-ce que tu peux nous en toucher 2 mots? Alors ce bâtiment, en effet, est un témoignage du passé industriel de notre village. Il faut savoir qu'à Camps-la-Source, il y a une industrie de la chapellerie qui s'est développée depuis le Moyen-Âge et qui a pris un essor vraiment particulier, unique dans la région. Puisqu'après la Révolution, nous avions dans le village 49 ateliers de chapeliers, avec plusieurs maîtres chapeliers, et on fabriquait des chapeaux qui étaient exportés, des chapeaux de feutre, qui étaient exportés de partout, même dans le monde, pas simplement en France. Alors il y a un très beau projet qui va voir le jour prochainement dans ce village, c'est un musée, oui, dans l'ancienne cave viticole qui a été la première du Var, si je ne dis pas de bêtises. Alors parle-nous un peu de ce projet parce qu'on meurt d'impatience de savoir. Alors ce musée va regrouper toute l'histoire du village. Il y aura l'exposition archéologique qui est actuellement dans le foyer, et puis il y aura une salle sur la chapellerie, et enfin la dernière partie sera sur l'histoire de la coopérative,
puisqu'en effet la coopérative de Camps-la-Source a été la première du Var, la 4e en France, et Marcelin Marin, qui a participé activement à la création de cette cave, a enfoui dans le mur de la coopérative une lettre qui a été retrouvée 110 ans après. Donc il a enfoui la lettre en 1907 lors de la création de la coopérative et on a retrouvé la lettre en 2017 pour les 1000 ans du village. Et dans cette lettre, il explique les conditions de vie des viticulteurs, pourquoi il a milité pour les fédérer, pour créer cette cave coopérative. Martine, adjointe au maire aussi à la commune de Camps-la-Source. Alors là, on est sur le bel emplacement réservé à notre très beau marché, qui a vu le jour il y a très peu de temps finalement. Alors exactement le mercredi 31 mars. Voilà, on a fait une belle inauguration. Ça n'a pas été simple au départ parce que il a fallu que je me rende sur pas mal de marchés. Tu es la chef d'orchestre de tout ça, voilà. faut le dire. Voilà. Ça me tenait à cœur en fait. J'avais envie, en plus on était dans cette période de confinement, de recréer un endroit convivial où les gens se rencontrent, être heureux de discuter et passer un bon moment ensemble et pouvoir acheter aussi des produits du quotidien et ne pas prendre aussi la voiture. Le parking du village reprend des couleurs. À Camps-la-Source, 10 ans que le marché n'avait pas montré sa fraise. Depuis une semaine, les habitants peuvent à nouveau faire leurs courses juste en bas de chez eux. On achète local, voilà, on peut voir, on peut acheter frais, voilà, et puis ça fait travailler le commerce local, c'est super, les commerçants sont très sympathiques. Ces producteurs, il a fallu les convaincre de venir sur un marché qui n'existait plus. La clientèle allait-elle suivre? Un pari un peu fou. Et les jours de ce marché? Alors, le marché, et donc, d'ailleurs il s'appelle le marché du mercredi. C'est le mercredi. On a fait une banderole à l'entrée du village, une banderole sur la route, sur un support. Et il y a les flèches, c'est bien indiqué ici. Voilà, donc... tous les mercredis? Tous les mercredis. Jusqu'à 13h environ, je suppose? De 8h à 13h, même des fois ils partent un peu plus tard. Mais ils sont là bien plus tôt, hein, ils viennent vers 6h. D'ailleurs, nous on y est très souvent aussi à 6h. Donc j'invite tous les gens des environs, mais aussi les Campsois et les Campsoises, à venir au marché. Parce que là, ils commencent quand même à pas se fatiguer, mais ils voient qu'il y a moins de monde et du coup, ils sont... qu'on en parle. Donc... Voilà, ils se démotivent un peu, même si c'est la tendance actuelle un peu dans toute la France. J'ai vu un peu ça sur les réseaux sociaux où les marchés fonctionnent moins bien. Mais bon, moi j'invite tous les Campsois à venir à ce marché parce que c'est un endroit convivial et il faut qu'il perdure. Alors en plus, on est en saison estivale, les vacances arrivent à grands pas, c'est le moment de venir en profiter. Donc tu sais que mes vidéos sont à peu près suivies un petit peu partout dans toute la France. Donc si vous passez dans le Var, rendez-vous à Camps-la-Source, au marché, le mercredi de 8h à 13h. Voilà. Merci. Merci Martine. Merci. Franck, merci pour ce partage de passion. Merci de m'avoir fait découvrir ton univers, notamment sur cette belle BMW 2002 TII Touring. Ouais, on y est arrivé. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir parce que tu es en train de préparer et restaurer une petite 1800. Exact. Beaucoup de projets, surtout sur des vieilles BM de cette année-là. Une 1802, donc la même avec le moteur 2002 pour un client sur Paris. Donc par contre avec une grosse restauration sur mesure, avec des petites surprises, avec un kit turbo, avec des peintures vraiment très sympas. Ça va être un truc de malade. Je vous invite vraiment à aller le découvrir sur sa page Facebook, donc Eleonore Restore. Allez-y parce qu'il fait des petites vidéos tuto et c'est vraiment sympathique de voir la restauration d'une voiture complète. En tout cas, merci d'avoir suivi ce reportage sur Passion Autosport du Var. Merci à la commune de Camps-la-Source de nous avoir libéré les petites placettes où on a pu tourner dans un cadre féerique en Provence verte. Et nous, on se retrouve bientôt. Salut mon Franck. Merci beaucoup. À plus. Ciao, ciao.